Je vais aborder successivement 3 sujets. 1. Ce que j'appelle un changement de régime qui est en cours, qu'on cherche à imposer. Deuxièmement, le confinement. Troisièmement, les enjeux proprement politiques. Alors, tout d'abord, avant tout ça, qu'il soit bien clair, un second confinement était nécessaire compte tenu du point où on en était. Mais pas comme ça, pas de cette façon. Alors, premier point, ce que j'appelle un changement de régime politique, de régime. Aspect politique, aspect économique. Aspect politique, il faut bien voir que le second plan de confinement qui a été présenté par le gouvernement est élaboré par un conseil de défense, pas par le gouvernement, par une dizaine de personnes compétentes, mais nommées directement par le président, qui n'ont, eux, aucune responsabilité devant personne, dont les débats, il n'y a pas de compte-rendu, tenu secret, et c'est le président qui décide. Et puis le gouvernement s'aligne à présenter ça. Quant à parler du Parlement, il est encore plus écrasé, et ça fait longtemps. On se retrouve quelque part comme sous Louis XIV avec le Conseil d'en haut. Donc il y a quelque chose de fou qui se met en route. Et c'est surtout pour cacher l'ensemble et dire que ce n'est pas des questions politiques, alors qu'on pouvait très démocratiquement, au contraire, annoncer nous envisageons un confinement assez tôt et avoir une démocratie informée, qui élabore, qui se concerte, qui délibère sur la façon dont on va faire et qui propose, et ensuite, sur la base d'un débat, on décide. Parce que on peut parler, certains parlent de guerre, mais il n'y a pas d'ennemis auxquels il faut cacher nos débats. Au contraire, on a besoin de débattre pour comprendre et pour mieux faire, plutôt que tout en haut on décide, un seul décide, une dizaine autour de lui, et puis après il faut s'aligner, ça marche pas, machin, etc. Non, ça c'est de la folie. Deuxièmement, aspect économique. Il faut bien voir, c'est important à voir que le financement des dépenses publiques se fait de moins en moins par impôt, de plus en plus par la dette. C'est-à-dire, plus précisément, par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne, la fameuse BCE. Le Parlement discute de 10 à 20 milliards de modifications budgétaires, quand la Banque Centrale Européenne, elle met 200-230 milliards d'un coup, et peut-être plus demain. Alors il faut débattre de ça, les parlementaires. Ils devraient pas seulement s'enfermer dans les 10 à 20 milliards, mais poser les questions sur l'utilisation de l'argent de la Banque Centrale Européenne. Ces centaines de milliards qui arrosent le pays, sans parler de ce que la Banque Centrale Européenne met dans les banques qui viennent dans le pays. Toutes ces centaines de milliards. C'est un enjeu majeur et il n'y a pas de critères dessus. Et donc, il y a un monopole du grand capital et du grand patronat pour son utilisation. Et même la Banque Centrale Européenne, les technocrates, tout l'appareil d'État va piloter cet argent essentiellement dans la logique de préserver les profits, la rentabilité financière. Bien sûr, on va conserver un peu d'emploi, un peu d'économie, mais pas pour développer les gens, pour préserver les profits et le capital. Et c'est ça qui est au cœur de leur affaire, alors qu'on pourrait faire tout autrement, bien sûr. Un point encore, l'argent ne va pas directement de la Banque Centrale Européenne à l'État, aux dépenses publiques. Il passe par les marchés financiers. C'est qui les marchés financiers? C'est des fonds de pension comme BlackRock, mais c'est aussi le Crédit Agricole Asset Management, la BNP Placement Financier, tous ces trucs-là. Et puis ça revient ensuite. Donc eux, ils reçoivent l'argent à 0%, voire à taux négatif, et ensuite ils prêtent aux États. Et du coup, les États sont dans les mains des marchés financiers. Alors qu'on pourrait créer à la place, nous proposons, les communistes français, un fonds européen démocratique pour les services publics et le développement solidaire, qui, lui, prendrait en charge et financerait à partir de la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Mais aujourd'hui, ça va comme ça, et du coup, cet argent est dans les mains des marchés financiers, le financement des dépenses publiques aussi, pour une grande partie, avec ces critères. Et donc, pour l'instant, on finance, mais demain, il y a la menace, la dette, la bonne utilisation au sens des marchés financiers, et tous les enjeux de spéculation autour. Donc, c'est des grandes questions politiques. Il faut là aussi une démocratie informée, une démocratie qui élabore, qui suit, qui se concerte et qui suit sur ce qui compte, l'argent. Mais bien sûr, eux, ils cherchent à construire une nouvelle alliance État-capital, y compris pour cacher ce qui se fait sur le capital et sur les profits. C'est essentiellement ça. Essentiellement ça. Vous en faites pas, ce serait pas politique. L'économie, non, c'est neutre, c'est technique, il y a des lois naturelles, laissez ça aux techniciens. Le marché est indépassable, il n'y a que le profit qui compte, alors que ce n'est pas vrai, bien sûr. Nous avançons l'idée d'une autre logique sur les dépenses d'argent. Chercher des sécurités émancipatrices visant le développement des biens communs
et visant le partage. Une économie où on commence par l'emploi et la formation pour développer les richesses réelles et pour développer aussi l'emploi et les capacités des gens. C'est pour ça que le grand enjeu pour le Parti communiste, c'est une lutte contre la domination du capital sur l'ensemble des domaines de la société, avec des critères précis. Au contraire, économiser les dépenses en capital pour développer les femmes et les hommes et la nature. Économiser les dépenses en capital pour développer les êtres humains et la nature. Et nous proposons des institutions précises, par exemple des conférences permanentes, j'en dirai un mot, et des éléments à tous les niveaux, y compris européens ou mondial. Deuxièmement, le confinement. Un confinement était nécessaire. Mais on veut nous enfermer dans... la question c'est, est-ce qu'il faut qu'il soit plus ou moins dur? Confinement plus ou moins dur. Et je pense que ceux qui se sont fait avoir là-dedans, ils ont tort. Non, il y a un problème de contenu du confinement. Alors il était nécessaire, pourquoi? Parce que le virus se diffusait et l'hôpital menaçait d'être saturé, notamment les urgences. Il se diffusait pourquoi? Parce qu'on a fait du stop and go, du tout ou rien, et donc c'est pas parce que les gens sont partis en vacances, c'est essentiellement dans les transports en commun, sur les lieux de travail, parce qu'on a dit tout le monde va retravailler, au lieu de faire les choses de façon beaucoup plus contrôlée et maîtrisée, avec des rotations entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, et pas un confinement tout ou rien. Et deuxièmement, l'hôpital est saturé, on va dire que c'est pas à cause du passé, parce qu'on n'a pas mis d'argent dans l'hôpital, et surtout de l'emploi, c'est vrai, mais dans les 6 mois, ils ont continué à fermer des services et des hôpitaux, à décider de fermer les services et les hôpitaux, le gouvernement et les agences régionales de santé, les ARS, et on a fait un Grenelle sur l'hôpital, un Ségur sur l'hôpital, pardon, mais on n'a quasiment pas embauché. La question, c'est les embauches et la formation. Même si les hôpitaux sont organisés pour réorienter, un peu former, etc. Donc, il fallait au contraire un grand mouvement de formation, d'emploi, de recrutement. Et la deuxième raison, la dernière raison pour laquelle, en tout cas, on s'est trouvé dans cette question-là, dans cette situation-là, qui oblige à une forme de confinement, c'est que ils ont voulu penser les choses à court terme, alors qu'il faut penser à moyen terme, avec des expédients, pour reprendre au plus vite l'activité, parce que les profits n'attendent pas. Et le capital, il veut ses profits. Mais on peut au contraire faire tout autrement. Et d'ailleurs, il parlait de reprise en surestimant énormément les choses, alors que c'était un rebond. Non, ces questions d'économie et de santé sont très politiques, et elles sont indissociables. Il fallait qu'on filme autrement. D'abord, se projeter dans le moyen terme, parce que en réalité, il vaut mieux penser à 18-24 mois. Un vaccin, c'est pas pour aujourd'hui, malgré les annonces qui ont été faites. On pourrait y revenir dans une autre vidéo. Et l'économie, deuxièmement, ça se réduit pas au profit au capital. Des fois, même le profit, ça s'oppose à un développement de l'économie. La santé, ça fait partie de l'économie. Les services publics, ça fait partie de l'économie. Le développement des personnes et de leur vie, ça fait partie de l'économie. Donc, c'est pas soit santé, soit économie. Non, c'est un type d'économie qui va contre la santé et l'économie réelle. Alors, 3 idées sur le type de confinement. Densité, dépistage, moyen terme. Densité. En réalité, comme je l'ai dit, le travail et le transport, il y a des densités et des contaminations énormes. Il fallait organiser toute une rotation avec peut-être la moitié ou un tiers des gens au travail, l'autre tiers, etc. Et on tourne, on organise ça. Et sans forcément d'ailleurs du télétravail. Ah, ça demande toute une autre organisation, ça demande de la démocratie et un suivi pour que les gens puissent alerter au lieu de leur dire vous les salariés vous êtes irresponsables. Non, il faut des pouvoirs, des interventions dans la gestion. Ils connaissent les gens, ils ont des droits, il faut les développer. Il fallait développer aussi pour dédensifier, vraiment prendre des mesures sur les locaux pour tout ce qui est enseignement, que ce soit éducation nationale ou université, à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'à l'université. Deuxièmement, dépistage. Il y a un problème des tests. Il ne s'agissait pas seulement de mettre 1 million de tests par semaine, si on teste de façon désordonnée et si en plus on n'arrive pas à respecter les délais. Il faut une organisation, il faut des moyens humains, il faut une logique et un ciblage, il faut s'organiser de telle façon à ce que les résultats soient disponibles très vite, et puis on cible les gens, on isole, et puis aussi d'ailleurs probablement il y a des problèmes de production derrière, de production de réactifs qu'on ne connaît pas assez. Mais une organisation, ça veut dire une conception qui n'est pas ultralibérale de la société, faite d'électrons,
de petits atomes où l'État donne des règles et les atomes se débrouillent. Non, il faut des institutions, un peu des groupements où on examine, on suit avec des gens qu'on recrute, etc. Beaucoup plus large et plus démocratique que les ARS et qui vont organiser et suivre avec tout un travail, même si les professionnels de santé font ce qu'ils peuvent, y compris en matière de dépistage. Troisièmement, moyen terme. Comme je l'ai dit, il faut organiser la société pour permettre ces rotations emploi-formation, emploi-non-emploi. Nous pensons, même de façon générale, qu'il faut aller vers un système de sécurité d'emploi ou de formation. Mais il faut aussi préparer la suite. Et la suite, c'est pas confinement, déconfinement, c'est répondre aux questions majeures qui se posent, et ça va nous faire sortir de la crise. Donc, en développant la formation pour des nouvelles productions, et en réfléchissant à des nouvelles productions, plutôt que, bien sûr, sécuriser les revenus des gens, mais qu'à moitié, parce que 16% de revenus en moins quand on est au chômage partiel, c'est quand même beaucoup. Et puis, le chômage au lieu de la formation, ça ne va pas. De préparer les activités nouvelles, développer tout de suite les services publics, hôpital, éducation. Et enfin, le vaccin, pour le moyen terme, avec 7 points sur le vaccin. 1, ça va prendre du temps. Et le test dont ils ont parlé, c'est sur 100 personnes auxquelles on a donné le vaccin, 90 n'ont pas été malades. Mais elles n'ont pas été malades, ça peut être pour plein de raisons si elles n'ont pas été malades. Donc, il faut attendre un certain temps pour que ce genre de test, on puisse vraiment les juger. Et ensuite, tous les essais cliniques, etc. Donc, temps. 2, financement, il faut mettre de l'argent dans les vaccins et pas par les marchés financiers comme actuellement. 3, emploi, chercheurs, les aider. Donc, là aussi, il y a des questions d'emploi. 4, coopération internationale et en maintenant la diversité des approches. Donc ça montre, il y a une exemplarité du vaccin qu'il faudrait développer pour l'ensemble de la recherche et des travaux humains. 5, les règles. Il ne faut pas que s'appliquent des règles de monopole sur le brevet où on paye pour utiliser les vaccins. 6, production. Il va falloir se mettre en capacité de répartir les productions dans les différents lieux et les différents territoires, pas forcément dans exactement chaque pays, mais répartir la production, en produire suffisamment et donc financer aussi ces investissements pour produire demain dans le monde entier. Et enfin, logistique, pour mettre à disposition les vaccins dans l'ensemble des pays, du nord au sud. Donc la démocratie est toute une orientation différente d'élaboration. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, l'enjeu politique. L'heure est à la résistance. Résistance et construction. Construction d'une alternative qui va permettre de reconstruire la gauche sur un projet de fond émancipateur. J'en ai dit un mot. L'heure, en fait, c'est allier réponse immédiate à la pandémie et question politique des présidentielles, des régionales. On ne peut pas opposer les deux. Et entre ces deux points, pandémie et politique, la sortie de crise économique qui fait partie de l'ensemble et qui est une réponse. Et c'est tout, il ne faut surtout pas entrer dans les appels à l'union sacrée derrière Macron ou à l'union à n'importe quel prix sans pousser les débats. Il faut pousser des contenus, mais d'abord pousser les résistances. Notre peuple va trouver, et les différents peuples vont trouver. Il y a des formes de résistance, des formes de diffusion dans la situation confinée, par internet, par message vidéo, par tract vidéo, beaucoup plus court. Donc, des comités de lutte se forment. Il y a plein de choses, de formes nouvelles qu'il faut expérimenter. L'idée, c'est de construire un grand mouvement contre la domination du capital dans tous les domaines de la société et pour développer des sécurités émancipatrices. Pour aussi un autre monde, d'autres relations dans le monde, de développement des biens communs. Un monde qui viserait le développement des biens communs et un monde de partage. Voilà les grands enjeux. Et pas seulement affirmer ces objectifs, mais à l'appui de ça, il va falloir se donner des moyens financiers réels, avec des banques, avec des nationalisations, avec des coopérations, des partages, etc. Donc des moyens financiers et des pouvoirs cohérents avec ce projet. Des pouvoirs nouveaux des gens, des habitants et des travailleurs. C'est-à-dire, c'est une nouvelle cohérence entre des objectifs ambitieux nouveaux et des moyens et des pouvoirs. Et la question de l'argent et des critères, bien sûr, fait le lien entre tout ça. C'est-à-dire l'argent sert à quoi? Comment on le juge? C'est pas seulement qu'il faut des critères, c'est qu'il doit baisser ce poids du capital pour permettre les dépenses qui vont développer les personnes, leur temps libre et les partages en réalité. Et développer la nature.
Dernier point, nous poussons donc, en particulier à partir des luttes et dans les élections, des institutions nouvelles. J'en citerai une qui est importante, parce qu'elle peut se faire au niveau régional ou national, c'est l'idée de conférences permanentes pour l'emploi, la formation et la transformation productive écologique. À partir de comités de lutte, on peut exiger que les préfets réunissent de telles institutions. Non pas qu'on aille chercher un repreneur et un capitaliste qui va nous sauver, non, au contraire, que des moyens financiers soient mis à disposition de ces conférences permanentes qui seraient instaurées et que nous réclamons au niveau régional comme au niveau national. Et il faut aussi des formules de gouvernance mondiale et des règles mondiales qui s'opposent tout de suite avec le brevet et qu'il va falloir développer. Je reviens sur les conférences permanentes pour conclure. Elles feraient 5 choses. 1. Elles examineraient les besoins d'emploi, de formation et de production. Elles en feraient un état. 2. Seraient pris des engagements chiffrés par les entreprises de respecter de répondre à ces besoins d'emploi, de formation, de production. Les banques prendraient aussi des engagements de financement. Alors bien sûr, il faudra probablement des banques publiques ou quelques entreprises nationalisées dans cette affaire-là. Quatrièmement, les services publics viennent en appui à la fois de l'évaluation des besoins et du suivi de ce qui est à faire, et puis s'engagent aussi sur des chemins d'emploi et de formation pour eux-mêmes aussi. Et cinquièmement, on développe un suivi de ces engagements avec des pouvoirs nouveaux qui suivent les financements, comment ils sont mis, lesquels financements vont pousser à baisser les dépenses pour le capital, baisser le coût du capital pour développer les êtres humains et la planète. Tout un ensemble cohérent qu'on peut développer à partir de maintenant. Des conférences permanentes pourraient se réunir dans les territoires, localement, dans les régions, pour mettre en question ces choses-là qui sont, à mon avis, décisives. Il faut trouver les formes pour le faire. Voilà ce que le Parti communiste français porte. Voilà ce que nous portons aujourd'hui dans cette situation assez nouvelle, assez terrible que nous vivons.